Madame, mademoiselle, monsieur, ce vendredi 27 décembre, nous sommes dans la dernière ligne droite. La campagne de dons pour que TV Liberté vive en 2020 se poursuit. Mais malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'y sommes pas. Alors, disons-le clairement, c'est cette fin de semaine que tout se joue pour TV Liberté. De votre mobilisation dépend l'avenir de votre chaîne alternative. Face à la censure, face aux menaces, face aux lois injustes qui privent les Français de leur liberté d'opinion et d'expression, TV Liberté a réussi le pari de desserrer le carcan imposé par la bien-pensance et par le politiquement correct. Nous avons ouvert les yeux à des dizaines de milliers de nos compatriotes. Tout cela ne peut pas s'arrêter, c'est mon sentiment. J'espère que c'est aussi le vôtre. Alors, je vous lance cet appel avec la plus grande des vigueurs. Défendez vos idées en faisant un don à TV Liberté. C'est crucial. Aidez-nous maintenant, ensemble, pour que nous soyons solides. Oyez, chers téléspectateurs, une anecdote croustillante relative aux grèves de décembre. En ces premiers jours de grève de décembre, donc, la France est plongée dans les affres de la grève. Raffineries bloquées, pompes à essence en rade, trains inexistants, métro fantôme, courrier en retard, bref, des spécialités locales et bien de chez nous que nous envie la planète entière. Les Français serrent les dents et font le dos rond, car tout cela se fait pour la bonne cause, à savoir des retraites à réformer, que tout le monde sait devoir être réformées, mais qui seront sûrement mal réformées par un président que par ailleurs les Français supportent de plus en plus mal. En attendant, dans ce chaos remarquablement franco-français, une éditorialiste de renom fait une découverte assez cocasse. Notre charmante éditorialiste traversait la capitale à bord d'un véhicule de tourisme avec chauffeur, ou VTC, de l'entreprise Uber, pour ne pas la nommer. La société Uber qui, en plus du prix de sa course, s'octroie un droit de cuissage bien mérité sur ses passagères. Le chauffeur de notre cher éditorialiste se réjouit du surcroît de travail qui ne manquera pas de lui apporter les grèves des transports parisiens. Réfléchissons un peu et tentons d'être intelligents. Pas de bus, pas de RER, pas de métro. Voilà l'occasion rêvée pour doubler le prix de la course et encaisser des sommes rondelettes à coups d'embouteillage. À la passagère, les bouchons. Au chauffeur, la richesse. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes parisiens. La brave passagère compatit avec son chauffeur et lui souhaite bon courage pour la charge de travail en perspective. Mais le dit chauffeur s'exclame « Tout cela n'est pas un problème, j'ai l'habitude de bosser dur, car être chauffeur Uber, c'est mon deuxième métier. » « Ah bon, lui dit la dame, et que faites-vous comme premier métier ?» Et le chauffeur de lui répondre du tac au tac, tic-tac, tic-tac, je travaille à la RATP. Et vous faites grève, cher monsieur? Mais bien sûr, chère madame. Carambouille de ratatouille de carambouille. Oui, vous avez bien entendu, ce charmant bonhomme fait donc grève pour défendre son régime spécial de retraite, se fera payer ses jours de grève, parce que le droit de grève, ce n'est pas comme le dimanche, c'est sacré. Et pendant ce temps, il gagne plein de gros sous-sous en transportant tous ceux qui sont dans la panade à cause des grèves dont il est partie prenante. Sécu, CFDT. C'est d'une simplicité biblique, comme dit Tante Gertrude, qui n'a jamais lu la Bible. C'est ça la France macronique, un gigantesque mélange de grand n'importe quoi, d'idées politiques tordues, d'un libéralisme bancal et d'un socialisme intouchable. Nous sommes vraiment admirablement dirigés. Mais au fait,
Nos dirigeants doivent être terriblement fatigués de faire tout ce travail magnifique pour un salaire de misère. Il faut qu'ils se mettent en grève et que cela soit pour eux une grève illimitée et définitive. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Notre bien admirable et bien-aimé gouvernement vient d'accoucher d'un nouveau comité Théodule, l'Office national de lutte contre la haine. Oui, il fallait supprimer l'Observatoire de la délinquance, ce qui permet d'éviter de parler des choses qui fâchent, mais l'on institue un Office national de lutte contre la haine. La délinquance, ça se mesure. X crime, Y viol, Z cambriolage à main armée. C'est trop simple. Cela peut donner des cauchemars. Fini l'Observatoire de la délinquance. En revanche, la haine est un sentiment fugace, insaisissable, versatile. On ne peut rien comptabiliser, tout va bien. L'on crée un Office national de lutte contre la haine. Un regard de travers, un crachat par terre. Comment voulez-vous que cela soit comptabilisé ? Soyons aimables. L'objectif de cet office national est sûrement fort louable. L'office sera, je cite, « chargé de l'ensemble des enquêtes sur les actes antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens que nous connaissons sur notre territoire en zone gendarmerie ». Il va donc s'occuper de traquer les expressions haineuses contre les religions. Mais au fait, il y a déjà un comité Théodule bis qui existe pour cela, tellement efficace que personne n'en a jamais entendu parler. Il s'agit de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, également chargé de la lutte contre les crimes motivés par la haine et l'intolérance. Finalement, 2 comités Théodule, c'est vraiment bien, c'est mieux, c'est la perfection macronienne. Cela dit, ne nous faisons malheureusement aucune illusion. Un office chargé de mesurer la haine part bien mal dans la vie et devrait assez rapidement faire montre de son inutilité crasse. Il permettra de mettre dans le même sac les violences contre les musulmans, à peu près inexistantes, avec les violences antichrétiennes en croissance exponentielle. En réalité, ce superbe office sera surtout l'occasion pour le gouvernement de se donner bonne conscience face à l'explosion des violences contre la religion catholique. Du vrai en même temps à la sauce Macron. Je protège toutes les religions, dont la religion catholique, et je ne protège que les religions qui ne sont pas catholiques. Au fait, la bonne conscience se mesure-t-elle ? Pour le savoir, il y a urgence. Il faut créer un office de mesure de bonne conscience des politiques. La présidence devra tout naturellement en être attribuée à Bernard-Henri Lévy, celui qui, en toute bonne conscience, a mis tout le Moyen-Orient à feu et à sang. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Dans le cadre de sa présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, la France a eu le bon goût de proposer que soit créé un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. 23 États ont marqué leur soutien à ce projet méritant. Il faut dire que le programme est alléchant. Je cite « Partager et diffuser des bonnes pratiques en matière d'enseignement de l'histoire » ou encore je recite, « favoriser le renforcement d'une conscience européenne commune ». À l'annonce de choses aussi belles, je m'en pourlèche d'avance et de joie mes larges et plantureuses babines. Ainsi donc, mus par la lanterne éternellement brillante de la déesse Europe, nos braves ministres de l'Éducation nationale,
qui ont depuis longtemps envoyé au fossé toute ambition intellectuelle et culturelle pour nos bambins, et qui se fichent comme d'une guigne de leur apprendre à lire, à écrire et à compter, et qui se fichent comme d'une guigne de leur apprendre d'où ils viennent et où ils vont. Eh bien, ces ministres ont décidé de, je cite, renforcer la conscience européenne commune. Yarkutitch Petrovaska, comme disent nos amis russes, ce qui signifie bigre de bougre. On se demande, par les temps qui courent, à quoi peut bien ressembler une conscience européenne commune. Une identité? Mais non, n'employons pas des mots grossiers. Un passé? Une tradition, puisqu'on parle d'histoire. Horreur et damnation. Une spiritualité, une religion peut-être. Non mais des fois ça va pas la tête. Alors quoi? Mais non, nous n'y sommes pas du tout. Le but, c'est d'enseigner la paix. Donc, comme l'Europe est grosso modo en paix depuis 1945, l'histoire ne sera plus enseignée que pour la période démarrant de 1945 jusqu'à nos jours. Avant 1945, l'histoire n'offre aucun intérêt. Voilà qui va faire les affaires de nos charmantes têtes blondes et moins blondes. 10 années de scolarisation pour traiter 80 ans d'histoire. Ça ne devrait pas faire beaucoup de cahiers à noircir. Deuxième objectif du fameux observatoire, lutter contre les discours racistes, xénophobes ou antisémites qui nous envahissent. On frétille déjà à la lecture anticipée des tartines de repentance auxquelles tout cela va donner lieu dans les manuels. Les intentions sont louables, comme toujours. Dialogue des mémoires, confrontation des points de vue, au service du rapprochement entre les peuples. Tout cela est chou d'amour, mais c'est de la politique, pas de l'histoire. Que les mémoires dialoguent, c'est sûrement très bien. Mais comment va-t-on faire dialoguer les mémoires françaises et autrichiennes sur l'éclatante victoire de Napoléon à Austerlitz ? Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les Français écrasèrent les armées coalisées dans un dialogue légèrement sanguinaire. Ah, mais suis-je bête, suis-je stupide, c'était avant 1945. Cela n'a donc jamais eu lieu. L'objectif de l'Observatoire n'est pas d'imposer une vision unique de l'histoire. Je citais. C'est ce que l'on peut lire sur le site du gouvernement. Je recite, « Il s'agit au contraire de dresser un état des lieux neutre et objectif de la façon dont notre passé est enseigné dans les écoles. » Neutre et objectif. Objectivité et neutralité. Nous voilà totalement rassurés. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Aux heures noires des dictatures de Staline et Hitler, l'un des grands jeux du pouvoir dévoyé était d'encourager la délation à l'intérieur des familles en faisant de chaque enfant un espion prêt à dénoncer ses parents. Madame le commissaire politique, mon papa a rigolé en parlant à mon tonton du camarade Staline la semaine dernière. Ou bien, monsieur l'agent, maman a dit du mal du Führer hier à table. Tout cela, nous le savons, pouvait mener assez loin. La Macronie ne déporte pas encore, certes, mais elle vient dans le genre de nous offrir un épisode de délation intraconjugale assez admirable de grotesquerie et de bouffonnitude. Et cet épisode est d'autant plus significatif qu'il s'agit, dans ce cas précis, de la délation d'un membre de l'administration territoriale, en l'espèce d'une préfète, qui a balancé son homme pour cause de non-conformité idéologique. Ragadougoudougoudougoudou. Mais quoi qu'il a fait de mal, le monsieur de la préfète, pour être balancé comme un gros porc par sa préfète de compagne. Eh bien voilà, le compagnon
car il n'est qu'un compagnon, de la préfète, a osé, sur son compte Twitter personnel, mais public par définition, puisque Twitter est un lieu d'expression publique, a donc osé émettre des opinions en contradiction avec les orientations du guide suprême Manuchon-le-Grand en matière d'immigration notamment. Oh, le vilain cochon cubain! Le monsieur a osé écrire « J'en tremblote de partout rien que d'y penser ». Qu'attendons-nous pour passer le Karcher? Il a même aggravé son cas en déplorant la transformation de notre magnifique pays en France algérienne. Et vous savez quoi? Il a même relayé des propos d'Éric Zemmour. Pour le conjoint d'un représentant du pouvoir, ça fait tâche quand même. Non mais je vous jure quand même des fois. On pourrait arguer du fait que le copain à la dame préfète, lui au moins, est proche du peuple, proche des préoccupations des Français et partage les inquiétudes des habitants de notre doux pays. Mais ce n'est pas ainsi que la dame préfète l'a entendu. Elle s'est dit atterrée, révulsée. Elle juge abject son pote. Ce sont ses mots. Non, non, je n'exagère rien. Le pote au poteau. Mais enfin, elle savait bien qu'il était de droite quand même avant de lui ouvrir sa chambre à coucher. Ou alors, elle pratique l'amour silencieux, ce qui d'ailleurs peut être très poétique, voire très excitant. Oui, peut-être, mais elle n'aurait jamais pensé que ça irait jusque-là. Depuis, ils font chambre à part. Fini la chambre à coucher pour excitation silencieuse. C'est la seule solution si elle veut espérer ne pas être mise au placard lors du prochain remaniement dans la préfectorale. Et parce que là, l'amour dans un placard, ça devient vraiment compliqué, même si rien n'est impossible à nos fonctionnaires. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.